Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour, Merci madame. beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir accepté notre invitation, député du Nord, vice-président du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessard-Redon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Sébastien. Bonjour monsieur. On va parler du remaniement, Sébastien Chenu, mais d'abord on a appris hier par l'Élysée qu'Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse. Ce sera demain à l'Élysée à 20h15, prévue pour durer 1h30. Qu'est-ce que vous attendez de sa prise de parole ? Rien. Rien. Le président de la République est totalement démonétisé en ce qui concerne son expression. Moi, je note deux choses. La première, c'est l'inélégance du président de la République vis-à-vis de son nouveau Premier ministre, à qui il coupe l'herbe sous le pied. C'est vraiment parfaitement inélégant, j'allais dire totalement contradictoire avec la pratique républicaine, qui fait qu'on attend que le Premier ministre s'exprime bientôt devant le Parlement, dans un discours de politique générale, et le président de la République vient lui saper finalement sa parole publique. Comme il avait fait avec Édouard Philippe. Comme il avait fait avec Édouard Philippe. Ça montre le peu de crédit que donne d'ailleurs le président de la République à son Premier ministre. Il considère que celui-ci n'a pas de marge de manœuvre. C'est lui qui dicte les choses. Et puis, mauvais coup au Parlement aussi, de s'exprimer avant que le Premier ministre vienne présenter son discours de politique générale. Oui, d'accord, mais il y a autre chose aussi. C'est un mauvais coup porté au Parlement ? Oui, c'est un mauvais coup porté à la démocratie parlementaire. Et puis il y a autre chose, c'est que le président de la République nous a déjà habitués à ces formats, parce qu'on nous dit c'est une conférence de presse XXL, assez superlatif, qui à la fin ne débouche sur rien. Moi, je me souviens, et je garde un mauvais souvenir, des débats des Gilets jaunes. On nous disait c'est des heures de débat, il a parlé de tout, et à la fin, que reste-t-il de tout cela ? Rien. Donc non, nous n'attendons rien, mais je crois que les Français n'attendent pas grand-chose du président de la République. On disait, c'est juste avant le discours de politique générale qui aura lieu dans les prochains jours. On ne connaît pas encore la date. Est-ce que vous demandez à Gabriel Attal de soumettre un vote de confiance derrière ? Là aussi, la pratique républicaine serait que le Premier ministre puisse effectivement solliciter la confiance du Parlement pour quelque part partir sur de bonnes bases. Il ne le fera pas. Elisabeth Borne, quelque part, on s'y attendait. Elisabeth Borne n'était pas quelqu'un de très courageux. Elle avait beaucoup de mépris pour le Parlement. Mais on pourrait se dire qu'un jeune Premier ministre de 34 ans, il aurait du panache à faire cela. Il aurait du courage à faire cela, visiblement. C'est un manque de courage pour vous ? Ah oui, c'est un manque de courage, un manque de panache, c'est-à-dire aussi la capacité à aller chercher une majorité de confiance devant le Parlement, à séduire, à convaincre des parlementaires, visiblement, avant même d'essayer. Gabriel Attal, vous pensez qu'il ne remporterait pas, ce vote de confiance, si jamais il le sollicite ? Je ne sais pas ce que feraient les Républicains, puisqu'on voit maintenant que la moitié de l'appareil des Républicains est dans le gouvernement, donc peut-être qu'ils auraient envie d'aller sauver la tête du nouveau Premier ministre, comme ils l'ont fait. Mais même avant ça, il n'y a aucune motion de censure que vous avez réussi à faire passer. C'est autre chose, ça, après, la motion de censure. Elle arrive dans un second temps. Est-ce qu'il faut censurer le Premier ministre avant même qu'il ait parlé ou juste après qu'il ait donné sa feuille de route sans connaître ses résultats ? Nous n'en sommes pas là. Nous sommes des gens pragmatiques. Pour que ce soit clair, s'il n'y a pas de vote de confiance, le RN ne déposera pas de motion de censure dans la foulée ? Nous n'avons pas pour habitude de juger les gens avant de les voir agir. Nous attendons de voir. On ne se fait pas beaucoup d'illusions, sincèrement, sur ce qui va se passer. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Nous attendons que le Premier ministre ait une expression claire, savoir où il emmène le pays. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc vous n'en déposerez pas. Est-ce que vous voterez celle de la France Insoumise ? Elle a annoncé qu'elle en déposerait une. Tout ça est très prématuré. Nous avons montré que nous étions capables de voter des motions de censure qui venaient d'autres bancs. Nous avons déjà voté des motions de censure venant de la France Insoumise. Nous avons déjà voté avec d'autres groupes politiques, ce qu'eux ne font pas par sectarisme. Donc on attend de voir. On va écouter le Premier ministre. On va voir quelle est sa méthode aussi, parce qu'il y a le fond, mais il y a aussi sa méthode de travail. Je vous disais, la moitié des LR sont maintenant dans ce gouvernement. Est-ce que ça change ? C'est un peu exagéré, ça, Sébastien. Les grands noms de LR, de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, aujourd'hui, Rachida Dati ou Catherine Vautrin. Surtout, c'était exclu des Républicains. Oui, d'accord, mais qui sont des poids lourds à la base des Républicains. Il suffit de regarder, la dernière fois que ces gens ont été ministres, c'était sous Nicolas Sarkozy. C'était il y a 15 ans, ils n'ont pas été ministres entre-temps. Donc il y a quand même une logique. Est-ce que tout cela influe sur la ligne politique ou est-ce que tout ça, c'est de la com, ce que je crois ? Eh bien, on va voir. C'est une erreur, Rachida Dati au gouvernement ?
Mais si vous voulez, Elle n'est pas à sa place, selon vous? non, mais si vous voulez, c'est de la communication, c'est de l'affichage. Non, mais sur le fond, sur le fond. Mais sur le fond, je ne sais pas si elle est à sa place, on va voir. Moi, je ne sais pas ce que Rachida Dati veut faire pour le monde de la culture. Je ne la mésestime pas, je ne la sous-estime pas, je ne la méprise pas, mais je suis totalement incapable de vous dire quelle est sa pensée aujourd'hui, dans le cadre de ce gouvernement, sur, par exemple, l'audiovisuel public. Je savais ce que Rachida Dati, militante des Républicains, pensait de l'audiovisuel public. Elle en pensait beaucoup de mal, visiblement. Je ne sais pas, dans le cadre de ce gouvernement, ce qu'elle va faire. Ah ben là, dans Le Parisien, elle a l'air d'en penser beaucoup de bien. Elle dit qu'il faut le défendre. Elle a donné hier une grande interview dans Le Parisien. Hier, beaucoup de mal. Aujourd'hui, beaucoup de bien. Bienvenue en Macronie. Est-ce que, juste pour revenir, on va faire une petite parenthèse, Rachida Dati, sa nomination a soulevé une levée de bouclier. Est-ce que quand hier, dans Le Parisien, elle dénonce un mépris de classe, elle a raison pour vous? Oui, il y a toujours ça de la part d'une certaine gauche ou d'une certaine même Macronie, ce mépris, disant si vous n'êtes pas du sérail, si vous n'avez pas été blanchi sous le harnais des grandes écoles et des beaux quartiers, vous n'êtes pas légitime, vous êtes là par réfraction. Je ne ferai évidemment jamais ce procès. Nous, on est d'un mouvement politique, le Rassemblement national, où on pousse beaucoup la méritocratie. Nous, on fait élire des ouvriers, on fait élire des profs, on fait élire des jeunes, on fait élire des gens qui ne sont pas des professionnels du monde politique. Et en général, ils démontrent qu'ils sont particulièrement bons. Donc, je me battrai toujours contre, effectivement, ce genre de mépris de classe, de snobisme à deux balles, venant de gens qui souvent ont eux-mêmes tout raté, parce que c'est bien beau d'avoir fait toutes les grandes écoles du monde, d'être dans les beaux quartiers, de se gargariser de mots. Quand on voit le résultat qu'on produit, tous ces nuls sortis de ces grandes écoles, l'état de notre pays, il n'y a pas de quoi donner des leçons. Elle dit aussi, Rachida Dati, qu'elle veut faire de la culture une arme pour lutter contre la radicalisation et l'islamisme, répondre aux problèmes d'intégration. Vous la rejoignez sur cet objectif? Oui, mais par exemple, je lui dirais, alors il faut commencer par poser la question du Noël berbère fêté à Marseille dans les écoles publiques. Puisqu'on nous annonce hier que Marseille, dans ses écoles publiques, fêtera le Noël berbère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Revenir sur les cours d'apprentissage des pays d'origine. Il faut aussi des actes clairs pour lutter contre le communautarisme et l'islamisation de la société. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. On va voir de quoi est capable Rachida Dati, de quoi est capable ce gouvernement, parce que pour l'instant, on les trouve plutôt incapables. Et justement, puisqu'on parle d'école, ça a été un peu l'actualité du week-end avec les déclarations de Mme Oudéa Castéra, dont on a appris qu'elle avait inscrit ses enfants dans le privé. D'abord, est-ce que ça vous choque? Et précisément, pour la question du non-remplacement des professeurs absents dans le public. Bon, deux choses. D'abord, Mme Oudéa Castéra, en disant cela, et elle a tout à fait la liberté. Moi, je suis attaché à la liberté dans la vie. Donc, elle a tout à fait la liberté de scolariser ses enfants dans une école privée et de déplorer que l'école publique, à ses yeux, ne soit pas à la hauteur. Mais elle dit, finalement, ce qu'elle dit est très cruel pour ceux qui gèrent l'école publique depuis des années, en particulier pour ce gouvernement Macron et pour Gabriel Attal, ce gouvernement qui est là depuis bientôt 7 ans, et dont on voit que Mme Oudéa Castéra, elle-même ministre du gouvernement, dit que les résultats en matière d'école publique ne sont pas à la hauteur. Sur les heures non remplacées, ça dit, je crois, beaucoup de choses du statut du professeur. Qui aujourd'hui a envie de s'engager, de devenir enseignant, d'être à ce point incapable de susciter le respect tant la fonction est dévalorisée. Moi, je tire mon chapeau aux profs qui tous les jours se retrouvent dans ce contexte difficile. Et je tire mon chapeau à des profs qui n'ont pas vu leur situation revalorisée, en particulier par Gabriel Attal, qui avait simplement revalorisé le système de primes, mais pas la grille indiciaire des professeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les professeurs gagnent toujours la même chose, leur fiche de salaire est toujours la même, sauf s'ils travaillent davantage, s'ils font autre chose en plus, ils peuvent bénéficier d'une prime. Donc on voit bien qu'on est très loin du résultat. C'est une profession qui est très dévalorisée. Comment voulez-vous... Il y a eu des augmentations de salaire pour les professeurs. Non, je viens de vous dire, le début ce sont quinquennat. des augmentations de primes, pas la grille indiciaire, la grille indemnitaire, la grille de primes. Pour les entrants pour les entrants, c'est extrêmement léger. On n'est pas du tout au niveau de ce qu'il y a. Et c'est en échange de travaux supplémentaires, de cours supplémentaires, d'un investissement supplémentaire. Une précision quand même, vous évoquez la liberté. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a la liberté d'inscrire, moralement, j'entends, ses enfants dans le privé?
On sait que ces élites, c'était déjà le cas avec M. Papendiaï, inscrivent leurs enfants dans les établissements privés parce qu'ils déplorent l'état des établissements publics. Moi, je préférais effectivement que des ministres de l'Éducation nationale, de l'instruction publique, inscrivent leurs enfants dans l'école publique. Moi, je suis un enfant de l'école publique, mais encore une fois, moi, je reste attaché à la liberté. Donc, je ne vais pas faire des faux procès. Vous savez, il y en a qui ont critiqué, par exemple, l'établissement Stanislas. Je ne connais pas cet établissement, en disant c'est un établissement conservateur, etc. Enfin, c'est les mêmes. Celui où sont inscrits les enfants d'Amélie Oudéa Castéra. Voilà. Ce sont les mêmes qui trouvent toutes les circonstances atténuantes au lycée Averroès, dans le Nord, tenu par les frères musulmans et financé par Xavier Bertrand pendant des années. Donc les mêmes qui critiquent Stanislas trouvent des circonstances atténuantes à Averroès. Donc rentrons pas là-dedans, gardons cet état de la liberté, mais ceux qui ont sapé aussi l'éducation nationale, c'est tous ceux qui ont voulu amener 85%, je crois, d'une classe d'âge au bac. Je crois qu'on est maintenant à 90% d'une classe d'âge au bac. Ça veut dire qu'on dévalorise aussi le niveau de ce baccalauréat. Tout est à revoir en matière éducative. Chez nous, on a des députés. Je pense à Roger Chudeau, qui est un inspecteur de l'éducation nationale, qui travaille sur ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est un immense chantier. Enfin, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Hein. 7 ans. Madame Oudéa Castéra déplore les conséquences d'une politique menée par ses propres amis. Le Premier ministre Gabriel Attal a fait 5 déplacements depuis qu'il est arrivé à Matignon, un par jour, sur les thèmes du quotidien des Français, la sécurité, l'école, la santé et le pouvoir d'achat. Hier, il était sur un marché à Caen, dans le Calvados. Il a confirmé, Gabriel Attal, les baisses d'impôts pour les classes moyennes. C'est une bonne nouvelle ? Oui, mais malheureusement, les 2 milliards de baisses d'impôts prévues ou promises, d'abord attendons de voir, ça représente à peu près 30 € par foyer fiscal. Donc pour les classes moyennes, on est quand même assez loin du compte. Moi, je pense d'ailleurs, je repense à cette prime inflation votée sous Jean Castex. Vous savez, il y avait la possibilité de donner pour les Français qui touchent moins de 2 000 € par mois, 100 €. Il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés, 38 millions de Français. Qu'est-ce qu'on apprend ? Que plus d'1,5 million de Français ont touché 2 fois, plusieurs fois cette prime inflation, que ça a été près de 200 millions d'euros d'argent gaspillé, c'était mal ciblé, c'était mal calibré. Ils avaient été incapables aussi de prévoir le fait que si c'était mal versé, l'État pouvait retrouver ces sommes mal versées. Non, franchement, à chaque fois qu'ils ont fait cette politique du chèque, ça a été un échec, c'est le cas de le dire, chèque, échec, et aujourd'hui, cette baisse d'impôts, elle ne correspond pas à ce qu'on peut attendre. Il faut aller sur des mesures qui soient pérennes et concrètes. Des baisses de taxes, baisses de la TVA, des hausses de salaires. Nous, on propose avec Marine Le Pen une hausse des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Ça, c'est concret, ça dure dans le temps. Et les pays qui l'ont fait, je pense par exemple aux baisses de taxes sur les produits de l'alimentaire ou de première nécessité, je pense à l'Espagne, au Portugal, non seulement reconduisent ces dispositifs, mais ont vu leur inflation baisser ou ralentir beaucoup plus vite qu'en France. Dans une interview hier au Journal du Dimanche, Jordan Bardella et Marine Le Pen, une interview commune, Marine Le Pen a annoncé que Jordan Bardella serait son Premier ministre si elle accède à l'Élysée en 2027. Gabriel Attal vous fait si peur que ça ? Je crois que c'était un peu l'inverse, c'est que le gouvernement s'est dit, en regardant les codes de popularité, on en a un qui est jeune et populaire, Gabriel Attal, peut-être que ça va nous aider à contrer la popularité de Jordan Bardella, dont le sondage qui est sorti hier nous montre que nous faisons la course en tête aux européennes. Nous, on reste des gens... Mais pourquoi le faire maintenant ? C'est une réaction aussi à la nomination de Gabriel Attal. Elle l'avait déjà indiqué. Enfin là, c'est en bonne et due forme, officialisé, une interview commune... Moi, je pense qu'il faut donner des perspectives aux Français, leur expliquer où on va aller, ce qu'on va faire et avec qui on va le faire. Le fait que Marine Le Pen propose, dans la transparence, ce ticket aux Français, c'est assez inédit. Ça montre qu'on fait confiance, et on n'a pas eu besoin d'attendre M. Attal, qu'on fait confiance, nous, à une certaine forme de jeunesse dans notre pays. Et je pense que c'est bien de le faire maintenant, c'est bien de montrer, puis finalement, Gabriel Attal, comme le dit Marine Le Pen, son jeune âge valide le fait qu'on puisse être ministre lorsqu'on est jeune. Premier ministre lorsqu'on est jeune. Est-ce que cette annonce, comme ça, d'emblée, de propulser le président du parti à Matignon, ça traduit pas, en tout cas, vous ne prenez pas le risque que ça traduise un entre-soi, quelque chose en famille, et l'absence de partenaires sur l'échiquier politique français? Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit le pauvre Gabriel Attal, on se demande de quelle majorité il va être le chef, comment il va réussir à s'imposer avec un président de la République qui le malmène déjà autant et qui, de façon un peu sadique,
lui coupe l'herbe sous le pied. Nous, on souhaite évidemment continuer à élargir, c'est notre but, et vous le verrez à l'occasion des élections européennes, à élargir, à faire sauter les digues, et puis à attirer à nous des compétences. Vers qui? Vers tous les Français qui sont d'accord avec nous, qui veulent nous suivre sur notre offre politique. Il y a des Français à gauche qui sont d'honnêtes patriotes, républicains, qui soutiennent une politique basée sur l'effort, le travail, l'attachement au pays. Et évidemment, il y a aussi chez les républicains, et je pense aux électeurs, moi j'ai été longtemps un militant de cette famille politique-là, le désespoir que doivent avoir les militants, les adhérents, les élus locaux des LR, génération sacrifiée, à qui on demande de soutenir un candidat qui fait 4,9% présidentiel et à qui on demande au second tour, à qui l'établissement, la direction des Républicains, demande de renier ses convictions en faisant barrage à Marine Le Pen au second tour. Ça tiendra plus. Mais sauf que Jordan Bardella, c'est votre tête de liste pour les européennes. Ça veut dire qu'il est candidat tout en envisageant de quitter son poste à mi-mandat ? Non, à mi-mandat, pourquoi le Jordan Bardella 2024-2027 oui, d'accord. Il est député européen de 2024 à 2029 s'il est élu. Non, mais d'accord, mais enfin, Jordan Bardella a déjà un mandat de 5 ans de député européen derrière lui. Si les Français nous font confiance, oui, il quittera le Parlement européen pour mener les affaires de la France. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, sincèrement. D'autres l'ont fait avant lui. Je pense à M. Séjourné, qui menait la délégation Renaissance au Parlement européen, qui devient ministre des Affaires étrangères. Peut-être que 5 mois de la fin de son mandat. C'est vrai que peut-être personne ne s'était aperçu que Stéphane Séjourné était député européen. Comme on est à 5 mois de la fin de son mandat. Mais il était programmé pour mener la campagne. Là, vous présentez avec un candidat qui a déjà des vues sur autre chose. Oui, nos vues sur autre chose, c'est la France, madame. Et donc on privilégiera toujours l'intérêt de la France et les affaires de la France, toujours. Mais est-ce que c'est pas la preuve que le Parlement européen, finalement, intéresse peu le Rassemblement national et que vous faites plutôt de cette élection une élection d'opposition à Emmanuel Macron? Non, c'est une élection de mi-mandat. Ça donne l'occasion de dire des choses. Si, effectivement, les Français, c'est Raphaël Glucksmann, je crois, qui disait, si les Français veulent s'opposer à l'élargissement de l'Union européenne, à l'intégration, par exemple, de pays comme l'Ukraine, alors il faut qu'ils votent pour le Rassemblement national. Oui, moi je pense que le 9 juin, en votant pour la liste de Jordan Bardella, on donne une autre direction à l'Union européenne. On s'oppose à un impôt européen qui est en train d'être concocté par les tenants de l'Union européenne. On s'oppose à une baisse de la PAC. Oui, le 9 juin, c'est sûr qu'on s'oppose à cette politique-là. Un sondage, vous en parliez hier dans le journal du dimanche, vous donne 10 points d'avance, dans la tribune dimanche, pardon, vous donne 10 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle. Est-ce que vous craignez que l'entrée en campagne de Gabriel Attal ne réduise cet écart? C'est une bonne arme anti-Rassemblement national, le Premier ministre? Non, parce que je pense que lorsqu'on essaye, en termes d'image, de copier finalement le Rassemblement national, les Français ne sont pas dupes. Nous, on reste la tête froide, on fait la course en tête. Nous disons aux Français, mobilisez-vous pour le 9 juin. C'est l'occasion, la seule occasion, avant les présidentielles, de dire ce que vous pensez aussi de la politique d'Emmanuel Macron et de la politique de l'Union européenne. Ça tombe bien, nous combattons les deux. Donc, on est serein, on va faire campagne. Jordan Bardella lancera sa campagne début mars à Marseille. Je pense que nous prenons les choses au sérieux. On ne sait toujours pas qui sont les autres têtes de liste. Vous nous permettrez aujourd'hui de ne pas savoir qui va mener le combat chez LR, qui va mener le combat à Renaissance. On nous parle d'Olivier Véran. On a hâte de voir Olivier Véran monter sur un ring. Ce sera un bon adversaire pour vous ? Nous, on se réjouit si c'est Olivier Véran. L'homme du mépris, l'homme de la gestion ratée du Covid, l'homme de la tournée des mairies RN, le ministre sans portefeuille de la propagande. C'est un adversaire qui vous irait bien, manifestement. Ah oui, vous l'avez un peu choisi, celui-là. C'est vrai qu'on aimerait bien. On se réjouissait de M. Séjourné, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand monde qui le connaissait, mais peut-être que M. Véran, c'est encore mieux que tout le monde le connaisse. Parce que quand on le connaît, on ne peut pas le suivre. J'ai une autre petite question par rapport à la position de Marine Le Pen quant à l'Europe. Une position qui semble s'être considérablement adoucie ces dernières années avec les présidentielles successives. Beaucoup de Français la jugent plutôt favorable à l'Europe, ce qui n'était pas le cas dans sa position originelle. Est-ce qu'il se trompe? On n'est pas favorable à cette Europe-là. C'est-à-dire que le fait de travailler entre nations libres, de travailler ensemble, on ne le remet pas en cause. On ne dit pas il faut tout casser, un peu comme le Parlement. On ne dit pas il faut tout casser, il faut changer le mode de fonctionnement de l'Union européenne et que l'Union européenne redonne des pans de souveraineté au pays. Et je pense que si demain les Français faisaient confiance à Marine Le Pen, le fait même qu'une présidente de la République souverainiste qui réclame de la souveraineté pour son propre pays soit élue, amènerait l'Union européenne à devoir repenser l'ensemble
de son mode de fonctionnement. Donc il n'y a pas besoin de Frexit, il y a besoin de changer profondément le mode de fonctionnement. Et l'arrivée de Marine Le Pen, parce qu'elle serait à la tête d'un pays qui est l'un des principaux pays contributeurs de l'Union européenne, obligerait l'Union européenne à se réformer. Or là, actuellement, rien ne les oblige, puisqu'on a un président de la République qui les encourage et qui nous mène vers un fédéralisme. Un mot, Fabrice, sur la loi immigration. Les manifestations ce dimanche pour le retrait de la loi immigration dans plusieurs villes à l'appel d'associations et de syndicats. Ils ont demandé le retrait du texte qu'ils estiment inspiré par l'extrême droite. Le Conseil constitutionnel saisi par Emmanuel Macron doit rendre sa décision de 25 janvier. Vous craignez qu'il soit adouci ? Écoutez, je ne sais pas ce que fera le Conseil constitutionnel. Je trouverais étrange que le Conseil constitutionnel vienne sabrer une loi qui, je crois, ouvre la porte, en tous les cas, sur des réalités qu'on n'avait pas touchées depuis longtemps, notamment des prestations sociales versées principalement aux Français ou, de toute façon, à des étrangers en situation régulière depuis un certain temps, les cautions pour les étudiants. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Tout ça est très timide, mais si le Conseil constitutionnel commence par sabrer ça, alors oui, il faudra aller vers un référendum. Nous, c'est ce qu'on propose avec Marine Le Pen. Vous dites, s'il y a censure d'une partie de la loi, il faut aller vers un référendum. Mais bien sûr, parce que ça veut dire qu'en fait, on ne peut rien faire. Sachant qu'il y a des dispositions dont tout le monde dit qu'elles sont inconstitutionnelles. Écoutez, je ne sais pas, par exemple, sur la priorité nationale. Ça existe déjà dans nos textes. Pour accéder à la fonction publique, pour voter, il faut être français. Donc la priorité nationale, elle existe dans ce cadre-là. Pourquoi est-ce qu'elle n'existerait pas dans le cadre des aides sociales ? Voilà, donc oui, effectivement, je pense que si le Conseil constitutionnel empêche le législateur, sanctionne le législateur sur ce travail, alors il faut se tourner vers les Français avec un texte. Nous, on a un texte qui est prêt, qu'on a déjà proposé, que Marine Le Pen a écrit avec les députés du Rassemblement national. Et bien, comme finalement Maastricht, à l'époque, proposait un texte aux Français en disant « Est-ce que ce texte a votre assentiment sur la politique migratoire de notre pays ou est-ce qu'on continue à accueillir 500 000 personnes par an et à ne pouvoir reconduire personne à la frontière ?» Un dernier mot sur un autre texte, c'est la loi sur la fin de vie. Est-ce que vous appelez à une loi rapide ? Non, pas rapide, justement. Je crois qu'il y a besoin de temps sur ces questions-là. Moi-même et les députés du Rassemblement national auront, comme toujours sur les textes liés au sociétal, une liberté de vote. Moi-même, je reste à convaincre. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur les soins palliatifs. Il y a beaucoup trop d'hôpitaux, de départements dans notre pays qui n'ont pas de structure de soins palliatifs. Et lorsqu'on traite la question des soins palliatifs, alors on écroule en partie la question de la fin de vie. Pas de référendum sur le sujet ? Pourquoi pas, les sujets de société tranchés par la société, c'est pas une mauvaise idée, mais traitons la question d'abord des soins palliatifs. Mais ça veut dire que vous souhaiteriez deux textes à part ? Une loi sur les soins palliatifs et une loi sur l'aide active à mourir ? Oui, je pense qu'il faut d'abord une grande loi sur les soins palliatifs. Et une fois qu'on a donné les moyens aux Français qui sont en fin de vie d'échapper à la douleur, de moins souffrir, de ne plus souffrir, eh bien je pense qu'on aborde plus sereinement la question de la fin de vie ou de l'aide à la fin de vie, de l'aide assistée à la fin de vie. Je ne sais pas comment le gouvernement d'ailleurs appellera ça, le suicide assisté, l'aide à la fin de vie, peu importe. Est-ce qu'il faut qu'il y ait le mot euthanasie pour vous dans la loi ? Moi, ça me heurte à titre personnel. Je ne suis pas sûr que en fait, la loi, dans ce domaine-là, régisse tout. Il faut des garde-fous. Moi, je crois fondamentalement qu'il faut aller par paliers. Je reste à convaincre sur tout ça. Je ne dis pas que je ferme la porte, parce que, je le disais tout à l'heure, moi, je suis très attaché à la liberté individuelle, au choix individuel, mais traitons d'abord la question des soins palliatifs. Et ensuite, on verra bien s'il y a besoin d'une loi pour la suite. Donc pas de texte en février pour vous, parce que c'était la promesse d'Emmanuel Macron, un texte en Conseil des ministres en février. Il faudra demander à Madame Vautrin, qui est une ministre qui était opposée à ce texte-là, qui était opposée au mariage pour tous et qui maintenant, comme Madame Dati, va défendre exactement l'inverse des convictions qu'elle affichait il y a quelques mois. Merci Sébastien Chenu. Merci. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. Merci. À la semaine prochaine.